Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le retour des laïcs au pouvoir en Tunisie après les législatives de ce dimanche. Le parti Nida Tounes arriverait en tête avec 37% des voix. L'heure est aux alliances. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Ouagadougou ce mardi pour protester contre la modification de la Constitution. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Notre correspondant au Burkina Faso fera le résumé de la situation. En Afrique du Sud, le capitaine de l'équipe de football nationale a été tué ce dimanche par un cambrioleur. Senzo Meyiwa avait 27 ans. Une enquête est en cours. En Tunisie, l'heure est aux alliances après le verdict des urnes qui donne Nida Tounes gagnant des législatives avec 37% des voix, suivi des islamistes d'Ennahda avec 28% des voix. Le chef de Nida Tounes et ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi annonce ce lundi vouloir former une coalition avec des partis proches de sa formation. Ibrahim Ndiaye. Aucune majorité absolue à la sortie des urnes aux législatives en Tunisie. Une dizaine de sièges à l'Assemblée séparerait Nida Tounes d'Ennahda. Le parti islamiste aurait 70 députés, soit 28%, contre 80 sièges, soit 37% des voix pour Nida Tounes. En effet, le code électoral et la constitution ne permettent pas à un parti majoritaire de s'imposer d'un premier coup. Un fait souhaité même par toute la classe politique. Dès lors, plusieurs cas de figure sont possibles entre formations politiques pour former des alliances. Et là, évidemment, tous les scénarios sont possibles. Alors, il semble de plus en plus se confirmer, selon les sondages d'opinion, que Nida Tounes sera en premier. Il devancerait probablement de 10 points à peu près, peut-être même davantage, le second parti Ennahda. Le problème pour Nida, c'est qu'en face de lui, les partis qui lui sont proches n'ont pas pu avoir assez de sièges. Donc, il me paraît difficile de ne compter que sur les seuls partis qui lui sont, je dirais, politiquement, idéologiquement très proches. Ils ne font pas une majorité. Il y a un groupement de partis de sensibilité de gauche, mais également de nationalistes arabes qui font partie du Front populaire et qui ont remporté un certain nombre de sièges. Mais toute la question est de savoir s'ils accepteraient de s'allier à l'idée en sachant pertinemment qu'ils doivent discuter également des programmes économiques et sociaux. Et là, évidemment, les choix sont diamétralement opposés. Nouveauté, le mode de scrutin à la proportionnelle adopté il y a peu de temps favorise la représentation de petits partis politiques. Pour avoir la majorité de 109 sièges sur les 217, Nida Tounes est contrainte de former une coalition. Mais l'idée de s'allier avec Ennahda n'est pas partagée par tous les militants du parti sortis vainqueurs de ce scrutin législatif. Alors il reste le dernier scénario plausible, c'est une alliance avec le mouvement Ennahda, qui est arrivé, je rappelle, en second lieu après Nida. Alors le mouvement islamiste Ennahda semble disposé à s'allier à Nida, en tout cas c'est le discours de leurs dirigeants l'affirme, mais il y a un débat au sein de Nida Tounes. Comment sera-t-il tranché? Je n'ai aucune idée, mais il semble bien qu'au sein de Nida Tounes, plusieurs sensibilités s'affrontent. Il y a une sensibilité foncièrement, viscéralement anti-Ennahda qui refuse toute alliance. D'autres qui semblent être plus favorables. Évidemment, moi je pense que c'est le leader de Nida Tounes, en l'occurrence Béji Caïd Essebsi, qui fera probablement la synthèse. Les Tunisiens se rendront également aux urnes le 23 novembre prochain pour élire le président de la République. Un autre rendez-vous important qui devra permettre plus de visibilité dans les alliances. En effet, beaucoup de leaders ne se prononceraient sur les coalitions possibles qu'après le premier tour de la présidentielle. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de milliers de personnes, 1 million selon les organisateurs, sont descendus dans les rues de Ouagadougou ce mardi pour protester contre la décision du gouvernement de modifier la Constitution. Cette révision permettrait au président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un 5e mandat en 2015. Lors du rassemblement de ce mardi, des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre qui ont tiré des grenades lacrymogènes. Notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré, nous résume le déroulé des événements. À l'appel de l'opposition politique, de nombreux manifestants sont sortis ce matin pour protester contre la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Cet article, s'il est modifié, permettra à M. Blaise Compaoré d'être candidat en 2015 et ainsi il briguera un 5e mandat. La marche meeting qui a bien débuté à la place de la Nation ce matin a bien suivi l'itinéraire indiqué par l'opposition politique. Lorsque des manifestants répondant à l'appel d'une partie de la société civile qui leur demande d'occuper la place du rond-point des Nations Unies, c'est ainsi que la police a commencé à lancer les gaz lacrymogènes et il y eut une bousculade et par la suite des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants. À l'heure où je vous parle, les affrontements se poursuivent au rond-point des Nations Unies.
Des mouvements ont appelé les manifestants à occuper cette place jusqu'au départ du président Blaise Compaoré. Les Maliens vont pouvoir se prononcer sur les conclusions de la 3e session des pourparlers de paix d'Alger. Une campagne d'information va couvrir l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'annoncent les services du Premier ministre malien ce mardi. La campagne sera conduite auprès des différentes institutions de la République et auprès de l'ensemble des acteurs de la société. La riposte contre l'épidémie d'Ebola se précise au sein de la communauté internationale. L'Union africaine annonce des renforts médicaux africains. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies souhaite un engagement de tous les citoyens pour lutter contre le virus. Cette mobilisation intervient alors que le nombre de décès liés à l'épidémie approche les 5000 cas. Correspondance en Guinée de Mohamed Lamine Solano. La mobilisation internationale contre le virus Ebola prend une nouvelle dimension. La Commission européenne annonce le déblocage de plus de 24 millions de dollars pour intensifier la recherche, alors que plus d'1 millier d'aides-soignants africains sont attendus prochainement dans les pays affectés par l'épidémie. La solidarité des pays africains pourrait accélérer la riposte à Ebola. En fait, le combat contre le virus Ebola doit être un combat global. Un seul pays ne peut pas vaincre l'épidémie et se déclarer libéré de la maladie. Il faut que l'épidémie finisse dans tous les 3 pays pour qu'on puisse en sortir. Un séjour en Guinée pour manifester le soutien des États-Unis aux pays frappés par la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ambassadrice des États-Unis près les Nations Unies a insisté sur la mise en place d'un plan d'unité entre la coordination nationale de lutte contre Ebola et la société civile. L'émissaire de la Maison-Blanche plaide pour l'engagement de la société civile dans la riposte à Ebola. Les citoyens guinéens qui n'ont jusque-là pas été impliqués dans la lutte contre Ebola doivent s'impliquer maintenant, ainsi que tout le personnel de santé. Des médecins américains et infirmières qui n'ont jamais soigné des patients malades d'Ebola ont répondu à l'appel de l'Amérique pour venir soigner des patients en Guinée. Nous pouvons combattre cette épidémie à condition que chacun de nous s'engage et intensifie son engagement. Cuba a envoyé en début du mois des médecins et infirmiers au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée pour renforcer le dispositif de recherche et de lutte contre Ebola dans les pays affectés. La République démocratique du Congo enverra 1000 agents de santé dans les pays foyers de l'épidémie. La communauté d'Afrique de l'Est annonce l'envoi de plus de 600 professionnels de santé dans les 3 pays foyers du virus Ebola. Plusieurs États africains prennent le même engagement, mais il est clair que trouver assez de personnel soignant pour lutter contre Ebola est assez difficile selon l'OMS, alors que l'Organisation mondiale de la santé a évoqué récemment une possible inflexion dans la courbe de la progression de la maladie d'ici à la fin de l'année. L'actualité sportive liée aux faits divers en Afrique du Sud. Senzo Meyiwa, le capitaine de l'équipe de football nationale, a été tué ce dimanche par un cambrioleur. Le président Jacob Zuma a demandé aux forces de police de ne négliger aucune piste pour retrouver les meurtriers du gardien de but qui était âgé de 27 ans. Aminata Diak. La police sud-africaine aux trousses des agresseurs du capitaine de la sélection nationale de football, Senzo Meyiwa, tué ce dimanche 26 octobre 2014. Le gardien de but a perdu la vie lors d'un cambriolage survenu au domicile de sa compagne dans le township de Vosloorus, au sud de Johannesburg. Une récompense de 150 000 rand a été offerte pour toute information pouvant aider à arrêter les agresseurs. À ce stade, nous savons que le gardien de but international a été tué lors d'un cambriolage à Vosloorus alors qu'il rendait visite à des amis. D'après les témoins, 2 suspects sont entrés dans la maison et ont agressé les occupants, tandis qu'un 3e suspect était à l'extérieur. Un coup de feu a été tiré. Le gardien de but a été atteint et il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort à son arrivée. Les 3 suspects ont fui à pied. La police a lancé une chasse à l'homme. Meyiwa, 27 ans, était un footballeur et un homme apprécié. Le gardien de but était au top de sa carrière. Ses performances en Ligue des champions africaine l'avaient mené à la sélection nationale. Nous avons perdu un modèle. Nous avons perdu un patriote. Nous avons perdu un grand gardien. Il a été amené loin de nous par des criminels. Senzo était plus qu'un joueur, il était un leader. Il a été un artisan de la paix. Nous allons tous nous réunir et prier pour lui. Prions très fort pour lui.
Cette disparition tragique affecte toute l'Afrique du Sud. Seulement, cette agression est un incident comme il en survient quotidiennement dans le pays. Selon les statistiques de l'ONU, on compte aujourd'hui en moyenne 47 meurtres par jour, un chiffre qui reste l'un des plus élevés au monde. En football, la liste des 23 candidats au Ballon d'Or 2014 a été dévoilée ce mardi. Un Africain est en lice pour le précieux trophée. Il s'agit de l'Ivoirien Yaya Touré. Le milieu de terrain des Éléphants et de Manchester City a remporté 3 fois le trophée de joueur africain de l'année en 2011, 2012 et 2013. Yaya Touré a de la concurrence pour le Ballon d'Or avec notamment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour rappel, le seul lauréat africain de l'histoire du trophée était le joueur libérien George Weah, c'était en 1995. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.